pouvez enregistrer ma voix, mais vous montrez pas mon visage, ok? Oui, bien sûr, je filme juste vos mains. Je peux regarder sur votre téléphone? Ok, merci. Eh ben, merci de m'accorder un peu de votre temps. Pas de problème, ça a l'air intéressant votre démarche. C'est la première fois qu'un photojournaliste me contacte. Mais ça va être un peu compliqué pour vous de faire des images, non? Bah, pour l'instant, je veux juste en savoir un peu plus sur votre quotidien, que vous racontiez votre travail, votre métier, donc quelque chose d'assez simple en fait. En fait, les gens savent pas du tout ce qu'on fait, hein. Du coup, ils se méfient, c'est normal. On nous présente dans les médias comme des grands méchants qui exploitent les petits producteurs, qui se font du fric sur le dos des plus pauvres. Mais c'est pas du tout ça, hein. Et comment vous avez commencé dans ce métier? Bah, j'ai commencé en tant qu'assistante chez Mercuria à Genève. C'est une des plus importantes sociétés de négoce de pétrole. Vous connaissez? Non, ça me dit rien. Je vous vois froncer les sourcils, mais le négoce, c'est simple. C'est ce qui consiste à acheter et à revendre des matières premières. On bouge les produits là où il y a un surplus vers là où il y a un manque. Idéalement, on va acheter bas pour revendre haut. C'est pas plus compliqué que chez Carrefour. Mais c'est passionnant parce qu'on est aux premières loges de l'économie mondiale. Là-bas, je faisais l'opérationnel. C'est-à-dire que j'épaulais un trader. Alors c'est bien gentil, hein, tu peux faire ça des années ou toute une vie. Mais moi, ce qui me faisait vraiment rêver, c'était effectivement le négoce pur. Le trading, quoi. C'est le grand bain, c'est là qu'est l'excitation, l'adrénaline. Je les écoutais discuter de leurs deals entre eux. Que des mecs. Et j'avais qu'une envie, c'était d'y aller aussi. Et à part Mercuria, il y a quelle autre entreprise en Suisse qui pèse dans le milieu? Ben, t'as Trafigura, Vitol, qui sont des géants dans le pétrole, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus dans l'agriculture. Il y a Glencore aussi, mais eux, ils sont un peu à part. Ils sont aussi producteurs. Ça leur donne un avantage de dingue pour connaître les marchés et influer dessus. Des fois, ça va loin, hein. Au Tchad, ils sont carrément devenus une banque centrale pour le pays. Ça a commencé en 2013, quand le Tchad a voulu exploiter son pétrole. Comme ça? Oui. Vous voulez retourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Des aiguilles d'une montre. Tout à fait. Combien de fois? Allez-y. C'est bon? Hein? Où? Ah, ça sort là-bas d'abord. Ah. Pourquoi ça s'est arrêté là? Il y a une compagnie Chevron américaine, bien sûr, qui veut quitter le Tchad et veut vendre ses actions. Le Tchad avait voulu, n'est-ce pas, acheter la part de Chevron. Mais où trouver l'argent? La transaction a coûté 1,3 milliard d'euros. Pour s'acquitter donc de cette somme, l'État tchadien a dû emprunter auprès de la compagnie Glencore. Donc c'était le cash contre le pétrole. Et le cash, cela veut dire qu'une partie du pétrole tchadien est gagée depuis cette opération. On sait que le marché pétrolier fluctue. Vous pouvez trouver dans la journée une fluctuation du prix du baril. On devrait tenir compte du strict minimum du prix sur le marché, mais ne pas tenir compte des $100 le baril pour pouvoir engager un prêt. Comme le prix a chuté, Glencore ne pouvait pas prendre exactement ce qui a été prévu dans le contrat.
l'État se retrouve avec 0 franc. 0 franc. Et du coup, l'État même doit encore payer cette dette-là qui est échelonnée. Et ça qui a créé toute la crise économique au niveau du Tchad. Parle avec la dette qui est sur le Tchad de Glencore, bien sûr. Les autorités savent très bien que la communauté a raison, mais l'autorité ne peut rien dire, ne peut pas se prononcer devant Glencore. Donc on fait sourd d'oreille. Mais quand on a vu arriver le pétrole, on a regardé seulement les milliards. Les gens sont amusés. Et ça se sont partagés, c'est dit, j'ai dit, c'est une minorité qui est devenue plus riche que les autres. Ça a permis à une élite seulement d'être riche. Mais maintenant que c'est une zone productive de pétrole, c'est cette zone-là qui est devenue plus pauvre que les autres. Bon, de l'antique, Guaré, dans le sous-préfecture, le préfet, Doudje, quand on le dit, quand on Doudje, on pas dit, c'est l'olé état aussi, il est dogoa. Da negi daura sisi da to negi jenda ge kare juitu da wubuti le tel pétrole guguwa daura sisi da negi ndokai munji le bal. Franchement, enfin, désolé, hein, mais c'est avant tout les gouvernements corrompus qui ont une part de responsabilité dans le marasme économique de l'Afrique. Ces dirigeants, ils ont attiré les grandes entreprises minières et pétrolières via des exemptions de taxes importantes. Et le peu d'argent que les royalties rapportent, ils vont où? Dans les poches des gouverneurs, des procureurs, je sais pas quoi, des commissaires de police, des généraux. Et après, ils s'achètent des appartements dans le 16e arrondissement de Paris. Enfin, mais c'est eux qui poussent les traders à adopter des comportements limites. On joue les règles d'un jeu qu'on n'a pas écrit. Moi, je voulais travailler avec la nourriture, avec des matières qui soient consommées par tout le monde, tous les jours, au cœur de la vie. À la base, je sais qu'on dirait pas, mais je suis une vraie campagnarde, moi. J'ai grandi en Touraine, entourée par les champs de blé, les petites betteraves. J'étais plus dans mon élément dans les soft commodities que dans le pétrole. Je dirais que c'est le destin qui m'a fait rencontrer un fournisseur de riz indien. Ça s'est passé par hasard, hein, en faisant des négociations. Il m'a présenté au patron d'une petite boîte qui tradait du riz à Singapour, alors que je connaissais rien au grain en fait. Cette boîte de Singapour, elle m'a vraiment permis d'évoluer. D'après mes collègues du pétrole, j'étais encore trop jeune pour grimper les échelons, il fallait attendre, patienter. Mais attendre quoi? J'étais une femme, voilà tout. Si t'es une femme, ils te font comprendre tous les jours que t'es pas à ta place. Ils t'en font baver à mort. Moi, j'étais pas invitée à leur petit week-end, foot, bière, ski nautique et j'en passe. C'est pas un cliché, hein. Faut travailler 2 fois plus pour te faire une place dans ce milieu quand t'es une meuf, c'est tout. L'avantage des petites boîtes, c'est que tu te retrouves avec de grosses responsabilités plus vite. Et c'est là que je suis enfin devenue une vraie tradeuse. En fait, les gens, ils nous confondent avec les traders financiers qui, eux, mais ils sont complètement dans le virtuel. Dans le physique, il y a cette part humaine. Nous, on est connectés à la vie des gens, on est connectés à la réalité. On va sur place pour regarder la matière, pour la toucher, la connaître. Moi, je prends l'avion, hein. Je vais dans les ports, je vais dans les entrepôts, je rencontre les banquiers sur place pour connaître la santé économique de tel ou tel pays. J'y suis, quoi. En fait, on peut faire pas mal d'argent pendant les crises. En 2008, par exemple, les Indiens ont eu une très mauvaise récolte de riz.
Alors ils se sont dit, on va retenir les stocks, les exportateurs ont spéculé, le riz n'arrivait plus à destination en Afrique. Et ce jour-là, mon collègue était à côté de moi au téléphone à négocier pour vendre du riz au Cameroun. Il raccroche, il se tourne vers moi, il est hyper fier et souriant. Il me dit « Je viens de faire 1 million sur une cargaison ». Et c'est comme ça que tu déclenches les émeutes de la faim au Cameroun, car tu gonfles le prix du riz à l'arrivée. Bon, c'est assez cynique et franchement, c'est pas vraiment ma conception du métier. J'ai rencontré mon mec, qui est devenu depuis mon mari, à une conférence. Alors lui, il était dans le charbon et il m'a fait découvrir cette matière qui m'a fascinée, ouais. En fait, tu vas dans une mine, la roche extraite, elle parcourt des milliers de kilomètres pour arriver à son port d'entrée, elle va dans une usine et ça fait de l'électricité. C'est magique. Les gens, ils se rendent pas compte. Enfin, moi, pour que je boive ce café-là, mais il a fallu une énorme chaîne de production derrière, des centaines et des milliers de gens et de ressources. Alors, excuse-moi, hein, mais les solutions à 2 balles de journalistes, genre les énergies renouvelables, le solaire, pardon, mais enfin, ça marche pas. Ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, avec mon mec, ça a été le coup de foudre. Mais un double coup de foudre. Pour lui, ouais, mais pour le charbon aussi. Je suis revenue en Suisse pour qu'on s'installe ensemble. Et là, le charbon m'a porté bonheur. J'ai été repérée cash par un chasseur de tête d'une grosse boîte. De chez Glencore. Alors certes, j'avais moins de marge de manœuvre que dans ma petite structure à Singapour. Mais le fait d'agir dans une entreprise comme ça, qui donne le là du marché, où t'es au cœur du truc, où tu prends des décisions qui ont des impacts mais incroyables, on va dire que ça compense. Hein. Donc c'est-à-dire que l'entreprise Glencore, ils sont aussi actifs dans le charbon? Ah ouais, bien sûr. C'est une grosse part de leur activité. Ils sont genre la plus grande mine à ciel ouvert d'Amérique du Sud. Push. Yes. Push. Que vaina tan buena, oiga. Todos los días a la 1 del mediodía, Cerrejón dinamita la tierra y esto ¡boom! Desbarata y la tierra está agonizando. Había un cerro sagrado ahí en Cerrejón, que mi abuela decía que los abuelos iban a conversar allá, los arhuacos, los huihuas, y hoy en día nos cierran, no nos dejan entrar a este cerro porque ellos dicen, esto es de nosotros. Yo soy de acá, de este pueblo. Yo tengo 45 años, yo vi surgir lo que fue la minería hace unos 20 años para acá. Este pueblo anteriormente era agrícola. Aquí no se dependía de las empresas mineras. Cuando empezaron a surgir las minas, que la gente empezó a entrar a trabajar a la mina, ya se fue olvidando del campo. Se necesita, pero no se necesita. O sea, la necesitamos por la economía, para que la economía se reactive. Pero no la necesitamos porque nos está matando. La mina nos está matando, o sea, lentamente. O sea, las personas que vivimos en esta zona tenemos tendencia a enfermarnos más de las vías respiratorias que las personas que viven alejadas de la contaminación. Nosotros tenemos una guía que es el sueño. Por eso los buenos días del Guayú es Amaya Buratoim. ¿Qué soñaste? Esa es la guía. Uno se va a levantarse, lo primerito que le pregunta a los mayores es eso, ¿qué soñaste? Para saber qué nos espera ese día. Han habido personas que están soñando
y en el sueño les están diciendo, tienes que hacer esto. Pero cuando les muestran lo que va a pasar, los despierta el ruido del tren. Con todo esto que ha entrado al departamento con la minería, al territorio, tenemos una línea férrea que atraviesa 150 kilómetros y nos divide el territorio en dos. Entró la militarización, que anteriormente aquí no se conocía. Entra el paramilitarismo. He sufrido 3 atentados y múltiples amenazas, panfletos, llamadas, mensajes de texto. Hoy pues toca andar con medidas de protección y pues cuidarse uno. Todos los líderes estamos amenazados. Resistencia, resistencia, más fuertes y más unidos. En la unidad está la fuerza y no queremos despido. Nosotros como organización sindical hemos estudiado también un poco lo que es el comportamiento de Glencore en el mundo. Y Glencore tiene unas estrategias montadas, primero que permea los políticos, permea el Congreso, permean los gobiernos para que les favorezcan con legislación que les acomode, para que los gobiernos les den beneficios tributarios y puedan llegar al país a explotar los recursos mineroenergéticos a bajo costo. Esta empresa hoy se está llevando el carbón de este departamento de La Guajira básicamente sin pagar la renta que requiere este territorio. Alors, il faut que tu saches en fait que ici c'est leur fief. Zug a beau être le plus petit canton suisse, c'est aussi le plus riche. Et c'est notamment grâce aux taxes que Glencore reverse à la localité. Leur siège est juste à côté. Il faudrait, je sais pas moi, un pan de mur entier pour lister toutes les entités que Glencore possède. Hein. Ils en ont des centaines et des centaines dans le monde. Ils ont des entreprises d'opération, de financement, de holding. Ils ont la production, ils ont du marketing. Et au niveau de la structure juridique, tu sais un peu comment ça s'organise? Ouais, leur structure juridique, elle reprend à peu près les mêmes combines que leurs concurrents et que toutes les multinationales dans le monde par ailleurs. Hein. En fait, tu as le registre des actions et la société mère qui sont domiciliés sur le papier, si je ne me trompe pas, à Saint-Hélier, hein, la capitale de Jersey, même si le siège est physiquement ici, à Zug. Tu as la filiale de financement qui est hébergée aux Bermudes, dans les bureaux d'Appleby. Tu as déjà entendu parler d'Appleby? Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais, c'est la firme qui était au cœur du scandale des Paradise Papers. Tu as les filiales de transport qui sont domiciliées à Singapour, voilà, et aux îles Vierges britanniques. Et la filiale de pétrole tchadien, elle est domiciliée, elle aussi, aux Bermudes. Du coup, quand tu vois tout le tableau, c'est difficile de suivre l'argent avec tous ces montages financiers hyper complexes. Mais en fait, tu vois, là où ils sont vraiment forts, c'est qu'ils ont toujours été au bon endroit, au bon moment. Par exemple, ils étaient là au moment de l'éclatement du bloc soviétique. Закончил школу, в ВУЗ не поступил, пошел работать. Тогда это был ЗСК, Зыряновский свинцовый комбинат, городообразующее предприятие. Сначала это было государственное предприятие, я после школы, когда пошел работать, это было государственное предприятие. А потом уже, когда вот в 90-м году приехали сюда, это уже было что-то такое, что тянул как хозяев, как таковых, не могли еще определиться, к к чему, кто начальник, кто хозяин. А когда пришел хозяин, то есть Косцинк, это частное предприятие, то совсем это правила в корне поменялись, уже
А сейчас потом хозяин пришел, говорит, требовал только результата. И восстановление очень тяжелое было костынка. Жоқ, мен өзім кәне папам, мамам да, екі ағам да ауылда. Осында жалғыз. Негізі бұл заводты біз даже ауылда жүргенде білеміз. Осы заводтарда істейді. Маған кішкентайымнан арман болды. Физиканы таңдадым да, бірден заводта істегенге. Өзім талпындым. 11 бітірген соң, осы қалаға келіп, жоғарғы оқу орнына түсіп, соны қалай бітірдім. Міне осы кастингқа жұмысқа орналастым мамандық бойынша. Иә, мен заводтың ішінде инженер по технике безопасности бітіргенім. Иә, қазір сол. Әйтеу бізде карьерный рост бар, соған талпынып жатырмын. Бұлай жақсы жұмыс. Бізде загрязнение ма? Бізде ластану жағынан экологиялық проблема бар. Ластанат. Кейде болады. Газдан уланып жататын адамдар. Ол жағынан бар. Экологиялық. Сол үшін экология төленеді адамдарға. Бірінші, маған тұрақты жұмыс тауып алу керек болды. Жақсы зарплатасымен. Енді ойда бар. Да, ну, конечно, вред для здоровья. Многие даже не доживают из-за того, что, пыль, радиация, как бы основное. Это, то есть люди, много раковых заболеваний, то есть не доживают, то есть много молодежи, то есть от этого как бы погибает. Ну и несчастные случаи, то есть обрушение кровли грунта, то есть такие моменты, то есть несчастные случаи, все это опасное производство. Ну, кому что нравится, как бы, я скажу, я не хочу быть, например, водителем где-то работать, то есть, или продавцом, там, у каждого свое, то есть, мне нравится эта работа, то есть, я вижу в ней перспективы. Je vais juste prendre la soupe de potiron, je pense. Okay, so you will take only a starter? Yeah, it's not that hungry, thanks. Okay. Ouais, donc les pays dont les économies reposent sur les exportations, comme le Kazakhstan, ils ont besoin des entreprises comme les nôtres. Et nous, en tant que société humaine, on a besoin de Glencore et consorts pour nos téléphones portables, prendre de l'essence à la pompe, pour se chauffer, pour faire du pain, pour notre biofuel, etc., etc. Les consommateurs et certaines ONG voudraient que les traders disparaissent, que les producteurs soient en lien direct avec les fournisseurs. Mais nous, en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on a tout un réseau de fournisseurs de clients, d'entreprises de shipping qui permettent de rendre ça possible. La rencontre entre le producteur et l'acheteur. On crée de la valeur en faisant ça. C'est profitable pour tout le monde. Tu dis profitable pour tout le monde, mais est-ce que tu as l'impression que les Glencore et consorts, ils s'impliquent assez dans la vie des communautés impactées par le business, en fait? Je te rappelle que dans notre business, comme tu dis, les marges sont ridicules par rapport aux investissements engagés. C'est à peine 2 ou 3% du prix final. Mais les montants, ils sont assez grands pour avoir un retour sur investissement. Et en vivre, je veux dire, par exemple, j'ai rencontré l'autre jour un trader de chez Total qui se fait 2 millions d'euros par an, pour te donner un ordre d'idée. Il a acheté un grand appartement dans les beaux quartiers de Paris. Et tu sais que c'est pas le seul, il y en a d'autres qui gagnent 5 ou 7 millions de francs suisses chaque année. Enfin, ne me dis pas que vous vivez mal et qu'il n'y a pas de latitude pour améliorer un peu les conditions de vie sur place. Tu coupes maintenant? C'est bon. Ah, le voilà. Bon, Simon, je te présente Romain. C'est un photographe qui fait une enquête sur les matières premières et le négoce. J'aime bien son approche, mais bon, il y a encore des trucs qu'il n'arrive pas à comprendre. Ok, enchanté. Salut, enchanté. Et vous vous connaissez comment, tous les deux, en fait? On
On a souvent bossé ensemble quand elle était à Singapour. Ouais. C'est une des meilleures, franchement, t'es bien tombé. Oh, shut up. Si les traders sont si bien payés, c'est parce que derrière eux, il y a tout un flux. Un trader qui part d'une boîte, c'est tout un pan d'une activité qui s'en va. Ça, faut le comprendre. Tout le monde ne peut pas faire ce job. Il faut savoir poser ses couilles sur la table, d'accord? Quand je vois que certains n'arrivent pas à choisir entre le paquet bleu ou le paquet rouge au supermarché, on fait un travail difficile. On est une petite partie d'un grand cycle, mais on assume beaucoup de risques sur nos fonds propres pour pouvoir nourrir le monde, pour le faire tourner. Il y a un politicien suisse qui a dit un jour que la Suisse a beau n'avoir jamais eu de colonie, c'est le pays qui exploite le plus le tiers-monde. Et à Zug, les habitants savent tout ça. Pour une minorité, ça leur pose un problème éthique, mais la majorité s'en fiche. Ils voient pas le problème avec tout l'argent que Glencore rapporte à la municipalité, à l'église. Ils se disent, on est un petit pays, un petit canton, on peut rien changer. Et puis ils ont peur que si on critique trop les entreprises, elles migrent vers Dubaï ou Singapour, et alors là-bas, on parle pas trop des droits de l'homme. S'ils perdent les 15 plus grosses entreprises multinationales qui leur reversent des taxes, ça amputerait leurs dépenses publiques. Ils vont devoir se financer par de la dette empruntée sur les marchés. Ouais, c'est ça. Toutes ces entreprises étrangères leur sont super utiles. Ça contribue au bonheur de la population. Les entreprises de négoce souffrent car elles sont vues comme des sociétés secrètes. Mais il n'y a rien de secret. On vend juste rien au public. Tu communiques avec le public quand t'as quelque chose à vendre. Tout ce qu'on fait, c'est acheter quelque chose au prix le plus bas possible, attendre que le marché bouge pour le revendre au prix le plus haut. Faut arrêter de tout dramatiser. Il faut pas être un putain de génie pour être trader, quoi. Regarde Simon. C'est finalement très basique. Putain, je suis désolée, ça fait longtemps que tu m'attends. T'inquiète. Voilà, j'ai grave abusé hier soir. La veille du nager, en plus, ça la fout mal. Mais t'as pris un petit déj? Parce que sinon, tu peux le faire avec mon numéro de chambre, y a pas de souci. T'inquiète, j'ai pris un café juste à côté, y a pas de souci. Ok, il faut vraiment que j'y aille là, ok? Ah oui, ton invite. Où est-ce que je l'ai mise? Voilà, elle est là. Super, merci. Alors, je dois y aller. On se retrouve dans 30 minutes, mais une fois sur place, tu me connais pas, d'accord? Ça marche. Oh, die internationale Solidarität. Oh, die internationale Solidarität. Oh, Hello. Hello, sir. Can I see your invitation? And your ID, please. Thank you. Welcome to Glencore. The meeting is about to start.